Karima. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis hyper fière d'être sur ce panel. Vous voyez, moi, je suis un petit peu arrivée par hasard en 2009, dans l'équipe 2009, hein, dans la nuit de ce... avec Eva Joly, etc. C'est incroyable. Et au fait, Michel, pour moi, ça a été une boussole. C'est une figure qui, durant tout au long de sa carrière, a montré une chose, c'est on a le droit de savoir. Elle avait chevillé au corps cette volonté de dire on a le droit de savoir, notamment pour les populations qui étaient très loin, notamment, de ce débat un peu scientifique, lointain, parfois compliqué. Et c'est vrai que Michel était normalienne et biologiste, mais sa volonté, c'était de vulgariser, notamment, les débats et ses luttes. Elle avait quelque chose de très pédago et sa volonté, c'était de montrer à quel point, en fait, que chaque année, plein de scandales, en fait, sont à l'heure. Des scandales sanitaires, des scandales écologiques, des scandales financiers, et Eva Joly le sait très bien. Et Michel Rivasi, en fait, son but, c'était de montrer à quel point, en fait, les lanceurs d'alerte doivent avoir un accès au débat public. C'était ça, sa volonté, et de rendre des citoyens qui se sentent invisibilisés dans leur combat, les rendre visibles. Et moi, j'ai trouvé que c'était ça la clé de l'engagement de Michel, faire que des citoyens, au fait, qui servent l'intérêt général, parfois sont véritablement, ont des qualités d'intérêt général beaucoup plus fortes que certains politiques. C'est ça qui est quand même assez fou. Et je pense qu'il y a un truc qui est quand même assez incroyable, c'est que Michel, elle voulait traiter du quotidien des gens. Sa boussole aussi, c'était le bien-être des gens, qui respirent bien. Je me souviens de toute la campagne qu'on a faite tous ensemble, souvenez-vous, sur le glyphosate. C'était incroyable. Elle s'est battue, mais vraiment, hein, à coups d'acharnement pour ne pas renouveler ce glyphosate. Et c'est vrai que ça, c'est une manière aussi pour elle de montrer que le quotidien dans de nombreux dossiers européens, voire pas européens, hein, c'est la diversité des combats. Michel, ça part du nucléaire, mais on parle aussi de son combat de la santé environnement avec les ondes électromagnétiques. Bon, je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en aurait beaucoup, mais c'était ça. Et je pense aussi, la dernière chose, c'est qu'elle aimait braquer les projecteurs sur ceux dont on ne parle jamais, c'est-à-dire qui font du tort à la planète et qui font du tort à l'humain. Et comme dit Corinne et beaucoup de collègues, elle n'avait pas ce courage seulement, Michel. Elle avait ce devoir, elle avait un espèce comme ça de devoir la transparence, de devoir montrer à quel point ces gens devraient sortir de l'invisibilité et de montrer à quel point, bah oui, il est grand temps aussi d'avoir des échos. Alors moi, je suis hyper fière de porter ce prix pour deux choses. Parce que la première chose, c'est que notre démocratie va aller très mal si à un moment on ne rend pas aussi sur la place publique des débats qu'on devrait tous avoir, notamment via le biais des lanceurs d'alerte. Donc ce prix est plus que nécessaire. Et ensuite, on a besoin du droit à l'information, en fait. Je ne parle pas seulement des journalistes, je parle de plein de gens qui ont des informations qu'ils ne savent pas où les donner, et à nous de les protéger. C'est la raison pour laquelle moi je suis très fière de faire partie de toutes ces belles figures-là qui m'entourent, mais de rendre visible l'alerte. Je crois que c'est ça notre devoir aussi dans les jours et dans les mois à venir. Voilà. Je pense que le prix Michel Rivasi porte bonheur parce que je vous annonce que Paul Watson est libre. Ah Les Marseillais. Jean-Luc. Alors, je m'excuse d'arriver en retard, puisque le train de Marseille avait du retard, c'est pas grave. Michel va t'engueuler. Hein. Juste quelques mots, de voir que j'écoute ça. Quelques mots, j'ai pas l'impression que ça n'a pas été dit. C'était une femme de terrain aussi, hein, dromoise. Alors je suis comme elle dromois par ailleurs, historiquement, mais... et elle avait toujours ce parallèle avec ces grandes luttes internationales qui ont démarré avec Tchernobyl, puis les autres ont parlé des autres combats qu'elle amenait, Michel. Mais elle avait aussi une vie dromoise en parallèle, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas qu'une vie militante.
Voilà, je veux juste rajouter ça. Elle avait une famille, une vie avec des amis, une vie qui était aussi festive. Donc, parce que toujours ce parallèle, le militant de choc, ça pourrait apparaître comme étant... ça peut prendre le chou, hein, ça peut rendre terriblement malade. Non, elle avait aussi une vie à elle, avec un certain nombre de gens très larges, qui n'étaient pas que militantes. Voilà, je voulais juste rajouter ça parce que c'est important de replacer Michel dans l'ensemble, en dehors de tout ce qui était politique, mais là, vous avez un ensemble de politiques ici présents, qui connaissent ça par cœur, mais d'avoir une vraie vie à côté. Voilà. Didier Lambert, si tu peux. Oui, je vais être assez bref, parce que tout ce qui a été dit par rapport à Michel, je le partage, même si je n'avais pas une aussi grande proximité que les personnes qui sont devant nous, qui ont partagé avec elle des actions, en particulier au niveau européen et politique. Moi, j'ai connu Michel en 2013, quand on a lancé les campagnes pour des vaccins sans aluminium. Et j'ai été frappé d'une part par son ouverture, par le fait qu'elle n'avait pas peur d'affronter les lobbies pharmaceutiques, et quand il y a son ouverture aussi sur un plan politique. Et cette campagne pour les vaccins sans aluminium était en particulier marrainée par 3 personnes. Il y avait Michel, il y avait Corinne, qui est devant moi, et Laurence Cohen, qui est du Parti communiste et qui était aussi intervenue. Je rappelle qu'à cette époque-là, il y avait 90 élus de toutes tendances politiques qui ont signé cet appel. Voilà. Et après, vous savez tous ce qui s'est passé, les accusations dont elle a été victime de manière profondément injuste. Quand on dit qu'elle manquait de base scientifique pour étayer ses prises de position, c'est absolument faux. Comme par exemple, elle soutenait le professeur Gherardi, qui est membre de l'INSERM, directeur d'unité INSERM, ou le professeur Christopher Exley aussi, qui est venu à Paris à différentes occasions, et qui est le plus grand spécialiste au monde de la toxicité d'aluminium. Ces combats étaient éminemment soutenus sur un plan scientifique, elle ne faisait pas n'importe quoi, et ça j'avais envie de le dire, et de dire que sans elle, et d'autres, et d'autres qui sont là aussi, je pense que la question de l'aluminium vaccinal serait déjà éteinte. Ouais. Oh. Noël. Alors moi je n'étais pas élu en 1986 lorsqu'a eu lieu la catastrophe de Tchernobyl, mais je présentais le journal de 13h. Et on nous faisait dire que là je n'avais pas franchi les frontières de la France, alors même que sur la bourse d'échange des médias qu'on reçoit tous les jours, tous les matins et tous les soirs, les images de la Suède, de l'Allemagne, nous présentaient des reportages qui montraient bien que le Nivage avait franchi leurs propres frontières. Et c'est à ce moment-là qu'en effet, j'ai connu Michel Rivasi, qui a créé la CRIRAD, comme vous le savez, qui est devenu un laboratoire indépendant, et qui a été le premier à dénoncer le mensonge dont nous étions victimes avec le lobby nucléaire. Elle avait fait d'ailleurs dans une émission qui était animée par Michel Pollack, c'est là qu'elle a fait connaître la CRIRAD avec la pugnacité qu'on connaissait, et une femme au milieu de tous ces hommes qui étaient très habitués à débattre contre eux-mêmes. Ça faisait un peu, comment dire, déplacé, mais Michel a été parfaitement à la hauteur et a su montrer que ce club de mecs pouvait être aussi, on pouvait ouvrir une brèche dans ce club de mecs et se faire entendre. Cette histoire m'a valu d'ailleurs un procès pendant 10 ans qui est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme avec le patron de la USCPRI qui s'appelait le Pellegrin et qui je ne vais pas raconter, c'est pas mon histoire qu'il faut raconter, c'est celle de Michel. Mais et après je l'ai retrouvé évidemment lorsque j'ai été élu, et je pense que je partage tout ce qui a été dit par mes copains et copines également. J'ai été très admiratif du caractère combatif de Michel, et je pense qu'il faut dire ici que quand on est au combat politique, quand on est un militant, on n'est pas forcément un peine à jouir et un peine à vivre. Et que lorsque l'on s'engage dans la vie politique, c'est pour faire du bien aux autres, mais c'est aussi pour se faire du bien à soi-même. Et je pense que Michel
dans ces combats qui étaient très durs, très violents, très brutaux. Elle y avait aussi un certain goût de vivre. Et ce goût de l'engagement lui donnait beaucoup de force. Et sa force, c'était de le faire partager. Et je pense que l'idée qu'ont eu Serge et Sébastien et les autres de créer ce prix, il est particulièrement bienvenu aujourd'hui. Dans un monde où nous sommes victimes de ce que l'on pourrait appeler les prophètes de l'ignorance, qui éclosent comme les sans-fleurs, dirait l'autre, pour nous mentir et pour maintenir le peuple, même si je n'aime pas cette expression, pour maintenir les citoyens dans l'ignorance. Et c'est d'autant plus important que l'on est en train d'assister à une sorte de coalition du déni qui va de la FNSEA aux grands groupes pharmaceutiques en passant par le lobby agro-industriel et autres, au point que les scientifiques, aujourd'hui, sont obligés d'écrire des tribunes dans le Monde, ou dans la presse, ou dans Mediapart, pour expliquer qu'ils sont des scientifiques et qu'ils ne sont pas des militants chaque fois qu'ils dévoilent quelque chose, et chaque fois qu'ils vont contre les process engagés par des lobbies extrêmement puissants, relayés par des médias complaisants, et quelquefois d'ailleurs des médias qui appartiennent au même lobby. Donc je pense que l'idée d'avoir créé ce prix, c'est important. Et c'est important pour aider ceux qui essaient de montrer la réalité de ce qu'ils vivent et de ça dans quel schéma ils se trouvent. Il faut les aider, en effet, parce que les lanceurs d'alerte sont peut-être un peu moins mal défendus qu'auparavant, mais ils sont toujours dans une situation critique. La preuve vient d'en être apportée par Watson. Il a fallu beaucoup de temps pour être libéré parce qu'il y avait une véritable menace d'une prison à vie au Japon. Enfin, une démocratie européenne a accepté cette idée qu'on pouvait défendre ceux qui sauvaient les baleines plutôt que de continuer à tuer les baleines dans toute impunité. Donc je crois que ce prix, il a effectivement un rôle très important. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au même moment à un de nos collègues qui est décédé il y a quelques années maintenant, qui était le maire aussi de Montsartou, et qui a joué un rôle très important. C'est André Esqueri, avec la création de l'Agence nationale de sécurité. Qu'on peut applaudir aussi. On peut associer à Michel. Alors à l'époque, Michel ne siégeait pas dans le même groupe que nous, c'était entre 1997 et 2002. Les combats que nous avons menés dépassaient largement les appartenances partisanes. Allez, je suis parti. Je vais emboîter le pas de Noël du coup. Ceux qui me connaissent savent que je suis épicurien et donc forcément Michel Rivasi était aussi un modèle dans ce répertoire-là pour ceux qui l'ont côtoyé. L'anecdote, on en parlait tous les deux avec Serge, c'est que j'ai eu, je crois que c'est un privilège, le plaisir et le bonheur de dîner avec elle la veille de son décès. Elle préparait son départ en Tanzanie. C'était une soirée où on a bien vécu. Et je regrette vraiment pas d'avoir passé ce temps-là avec elle ce soir-là. Mais pour prolonger aussi ce que disait Michel, le point commun avec Michel, c'est que j'ai aussi un parcours de scientifique. Je suis devenu le paysan de service. Il y avait des combats sur lesquels Michel m'a beaucoup inspiré, m'a même sûrement conduit à faire de la politique sur le sujet des pesticides, sur le sujet de l'eau, sur le sujet de ces thèmes-là, de ces poisons qui nous pourrissent la vie et pour lesquels Michel était absolument merveilleuse d'engagement et de courage. Et je pense que j'ai fait le pas de la politique parce que Michel, pour moi, était un vrai modèle. Et j'ai mesuré à quel point il fallait être courageux, il fallait être solide pour conduire les combats qu'elle menait à ma plus modeste échelle. Quand on engage ces combats-là contre des lobbies extrêmement puissants, c'est pour ça que je relais ce que tu disais, on finit au tribunal pour diffamation, pour calomnie, pour dénigrement. Sur la base de propos portés par les lobbyistes. Et il faut tenir face à ça. Il faut tenir, et parfois même, notre propre camp a du mal à résister au fait que des lobbyistes essaient
de nous faire la peau. Et donc, il fallait un courage immense. Et quand je vois la quantité de combats, la quantité de luttes qu'a conduit Michel Rivasi, ce petit bout de femme, avec autant de pugnacité, autant de ténacité, sans jamais se décourager, avec un courage incroyable, quel bonheur d'avoir pu croiser son chemin et de pouvoir être inspiré dans son combat politique par ce que pouvait être Michel. Sur le lien avec les lanceurs d'alerte, moi j'ai un très bon copain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Michel Forst, qui aurait adoré être là, il s'excuse, il m'a demandé de l'excuser. Michel Forst, c'est quand même un rapporteur spécial à l'ONU pour la protection des défenseurs de l'environnement. C'est vous dire si on est parti loin. Il nous faut un rapporteur spécial à l'ONU pour défendre le protecteur de l'environnement. Et donc, forcément, Michel vous délivre ce message. Il trouve ça génial qu'on est sous l'égide de Michel Rivasi. Imaginez la récompense de lanceur d'alerte. Après Michel Rivasi, et c'est, je crois, c'est Corinne qui disait qu'elle était créative. Quelques jours avant son décès, comme quoi il y a des hasards qui n'en sont pas, la Commission européenne, on parlait de la lutte sur le glyphosate, la Commission européenne a décidé de réautoriser le glyphosate pour tous. Donc forcément, cellule de crise avec Michel, et Michel, dans sa créativité, mais aussi dans sa volonté de toujours livrer bataille, dit on va déposer un recours en annulation contre cette décision de réautoriser le glyphosate en 10 ans. C'est un recours qui continue de suivre son chemin. Moi j'ai le bon espoir. J'ai le bon espoir que ce recours aboutisse et que ce soit peut-être la dernière grande victoire de Michel Rivasi, même si elle n'est plus là, et que Michel Rivasi, qui est déjà éternel, soit définitivement éternel parce qu'on l'associera à celle qui a fait tomber la molécule la plus vendue au monde, la plus dévastatrice, sur les ressources dont on a tous besoin aujourd'hui, de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, de la nourriture qu'on met dans notre assiette. Et donc, voilà, j'ai cet espoir-là. Et puis après, c'est un peu plus personnel, mais j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je parle de Michel. Mais moi, quand j'ouvrais la porte de mon bureau, et Karima était dans le même cas que moi, on pouvait entendre Michel Rivasi avec son accent drômois. C'est vrai que son départ, dans les couloirs du Parlement européen, c'est quelque chose qui a été tout de suite visible, palpable, parce qu'elle n'était plus là, et donc je suis très content qu'on continue, c'est ce qu'on se disait Serge, qu'on continue de faire vivre Michel Rivasi autour de ce prix, parce que tant qu'on parlera d'elle, tant qu'on se réunira autour de son nom, et bien Michel sera toujours vivant. Il y a Marine Tondelier qui arrive là dans quelques minutes et qui dira un petit mot. J'excuse également, donc dans le jury, vous verrez dans le dossier de presse qu'il y a d'autres membres qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Marie-Monique Robin, Colline Serrault, Daniel Ibanez notamment, qui sont membres du jury. Daniel Ibanez qui est un lanceur d'alerte sur le Lyon-Turin et qui a monté le salon du livre sur les lanceurs d'alerte chaque année. Donc voilà, ça c'est les membres du jury pour le prix Michel Rivasi. Donc le prix aujourd'hui, c'est le lancement de ce prix, la présentation du jury, et le prix sera remis très certainement, ou les prix seront remis au printemps, en mai ou au mois de juin, très certainement à Marseille, une ville que Michel aimait particulièrement. On disait souvent qu'elle aimait tout ce qui était en dessous du 45e parallèle. Donc ça c'est le premier acte, c'est ce prix donc, que l'on présente aujourd'hui. Il y a un autre travail qui est fait par la petite équipe, notamment, qui est le fait de rassembler un livre hommage pour Michel, avec une biographie sur la vie, les combats de Michel. Et ça, ce sera certainement pour l'automne prochain que l'on pourra sortir cet ouvrage. Et puis après, il y a deux batailles que Michel a menées et qu'on aimerait reprendre au sein d'un collectif. On cherche des forces pour cela. C'est d'abord la bataille donc, pour... Michel avait monté en fait une structure qui s'appelle Vigilop, Agir contre les lobbies. Et donc on aimerait bien reprendre. Il y avait deux mesures phares qui étaient demandées, qui ne sont toujours pas et qui sont toujours d'actualité. La question de la mise en place d'un vrai pôle d'expertise indépendant, avec des experts indépendants et bien payés. Et puis par ailleurs, la fin des portes tournantes. Et donc le fait qu'on arrête avec la porosité, les liaisons dangereuses, publiques, privées. Donc ça c'était aussi une des batailles de Michel. C'est toi qui en parlais Michel, de cette bataille contre les lobbies. Et ça c'est une bataille qu'il faut que l'on reprenne. Et puis, vous savez que Michel, personne ne l'a évoqué aujourd'hui, mais elle avait monté la marche des cobayes pour la reconnaissance. Tout le monde a parlé de la bataille que Michel menait pour les victimes, pour la reconnaissance des victimes.
Et elle avait initié, donc avec tous les collectifs, les associations de victimes, une marche qui était partie de Fos-sur-Mer, donc territoire vraiment impacté justement par les pollutions, avec des études épidémiologiques qui montrent ces ravages. Et on était monté à Paris avec donc ces victimes, il y avait 200 personnes qui ont fait l'ensemble de la marche. Et le combat, la bataille par rapport à cette marche, c'était la reconnaissance du crime industriel, et notamment l'inversion de la charge de la preuve, pour éviter justement que les victimes passent un temps et se cassent la figure par rapport aux grands industriels sur la reconnaissance de leur pathologie. Donc ça, c'est une autre bataille qu'il faudra que l'on mène dans les années à venir. Mais je vais laisser la parole à Marine. J'étais en train de dire qu'il y avait vraiment tout le gratin. Et Noël m'a dit, il y a le best-of vintage. C'est de Noël, ma mère. C'est assumé. Moi, je me reconnais pas. Ouais. Et la Mais pas encore collector. Mais vraiment, désolée pour le rendez-vous, j'étais avec le Premier ministre, n'est-ce pas, qui à mon avis a fait exprès de mettre le rendez-vous ce matin. Je croyais qu'il était à Mayotte. Bah justement, il n'y est pas et c'est fait partie du problème.